Bonjour Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. L'ESG est une grande école de commerce et ma question s'y rapporte. La France étant une nation dont un des piliers fondateurs est l'égalité des chances, que pensez-vous de l'instauration de quotas favorisant l'intégration dans les grandes écoles françaises des étudiants issus de ZEP, zone d'éducation prioritaire? Pensez-vous que ce procédé contribue à améliorer l'égalité des chances entre les étudiants français, ou bien qu'au contraire, il nuit à cette égalité en stigmatisant les bénéficiaires et en durcissant l'addition des autres? Merci. Bon, écoutez, moi je vais vous dire, les quotas, première remarque, quand un pays est obligé de faire des quotas, c'est d'abord un constat d'échec. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on a été infichu par l'impulsion, par l'incitation, par la politique d'égalité des chances, de conduire naturellement des gens, à travers le modèle républicain, à y arriver par leur seul mérite. Voilà. Maintenant, vous ayant dit ça, je ne vais pas vous mentir non plus. Moi qui suis l'auteur d'une loi qui introduit la parité dans les conseils d'administration, je suis obligé de constater que dans un certain nombre de domaines, si on ne fait pas de loi, il ne se passe rien. Dans les conseils d'administration, vous avez des sociétés cotées, vous avez 8% de femmes. 8% de femmes. C'est juste n'importe quoi. Bon. Et on sait pourquoi. Parce que c'est des systèmes de cooptation dans lesquels on est entre nous et dans lesquels on s'arrange. Bon. Non pas d'ailleurs en mauvaise part, tout ça se fait en tout bien tout honneur, mais voilà. Ça fait qu'en pratique, on dit « Ah bah tiens, oui c'est bizarre, oui il n'y a que 8% de femmes ». Ça veut dire pratiquement la moitié des conseils d'administration ont 0 femmes. Et lorsque j'ai lancé l'affaire et que j'ai rencontré quelques grands chefs d'entreprise, ils m'ont dit « Mais vous êtes complètement fous, il y aura un problème de compétence ». Vous imaginez comme c'est aimable à entendre. Il y a même quelqu'un qui m'a dit il y aura un problème de vivier. C'est vous dire le regard pas du tout machiste de notre société à l'égard des femmes. Je pense que la problématique des quotas pour les écoles, les grandes écoles, écoles de commerce, est une problématique qu'il ne faut pas craindre de mettre sur la table. Il faut le faire intelligemment, mais il ne faut pas craindre de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait des gens pour lesquels tout d'un coup tout devienne facile. Il faut donc mettre en place, comme l'a fait Sciences Po, des systèmes de sélection des candidats, en sachant pertinemment qu'il y aura malheureusement un taux d'échec non négligeable, mais qui permettent de créer une espérance. Ce qui ne va pas, c'est quand on part du principe que dans une société donnée, il ne peut pas y avoir d'espérance pour un certain nombre de gens. Or, c'est le point faible majeur du système éducatif français. Le système éducatif français est à de nombreux égards bien supérieur à d'autres pays du monde, et notamment au système éducatif américain. Il faut bien dire que celui qui sort du système éducatif à 18 ans aux États-Unis, il y a beaucoup de trucs qu'il ne sait pas du tout, et que l'élève français moyen sait. Mais il y a une chose, c'est que l'élève américain, il sort du système éducatif, il a confiance en lui. L'élève français, on passe son temps à lui dire « Non, non, t'as eu 13, mais t'es quand même à 7 points de 20. » Alors qu'aux États-Unis, on dit « Non, non, 13, bien, pas mal. Vas-y, fonce, continue. Là, t'as été bon. » En France, tout est organisé pour les élèves qui réussissent. Ceux qui n'ont pas de problème, l'école est faite pour eux. Celui qui a un problème, qui a une difficulté, problème familial, un dérapage, une crise d'adolescence difficile, qui vit dans un quartier où il est sous influence de je ne sais quel caïd parce qu'il a moins vite grandi que les autres, etc., et que les parents sont absents, il cumule en très peu de temps tous les handicaps. Et comme je m'adresse à des gens dont l'adolescence est quand même pas très ancienne, je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas parmi vous des gens qui, à un moment ou un autre, ont un souvenir récent d'une séquence un peu dure dans leur vie entre, 13 et 17 ans. Pas me raconter ça, le contraire, parce que ce serait pas vrai. Donc, la période 13 à 17 ans, c'est la plus dure qui soit. Parce qu'en réalité, tout est toujours compliqué. On a l'impression que les problèmes qu'on a à affronter, pour leur dire non mais attends, si tu fais un effort, si tu fais la démarche, si tu as envie de t'en sortir, il y a une main qui va être tendue, il y a une opportunité pour toi, ça se regarde. Et moi je vais même plus loin. Je pense qu'il faut même préconiser qu'un certain nombre de jeunes, comme vous, qui pour toute une série de raisons se disent une fois de temps en temps, quand ils ont le temps, entre deux épreuves, parce que tout est compliqué, ah bah tiens, je ferais bien quelque chose pour les autres, tiens, je ferais bien un truc pour une association, eh bien, l'idée qu'on imagine qu'il y ait des parrainages, que des étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'administration parrainent un jeune, pas 36, c'est très compliqué, et c'est très ingrat, un jeune, du même âge ou 2-3 ans de moins, dans un quartier difficile qui a plein de problèmes, pour lui donner quelques idées, lui montrer autre chose que ce qu'il voit dans son quotidien, quelques pistes, un peu de coaching,
eh bien je vous garantis que ça vaudrait de l'or pour le ciment national. Voilà. Et c'est le genre de choses aujourd'hui qu'on est infichu d'organiser en France, parce qu'on est chacun chez soi, et que c'est de ça aussi dont on meurt. Et donc personnellement, je suis donc très ouvert à le faire dans les termes que je vous ai dit. Je vous remercie. Mais on peut rappeler que vous êtes président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Seriez-vous prêt à instaurer ce genre de quota, par exemple entre la parité homme-femme à l'Assemblée nationale, ou tout du moins dans votre groupe UMP? Je vais vous dire, la parité, alors ça c'est homme-femme là. Oui. Sur la parité homme-femme, je vais vous dire, c'était très très révélateur ce qui s'est passé. On a fait 2 lois différentes. Dans les conseils municipaux, on a dit, vous devez déposer des listes de candidats, c'est pour le conseil municipal, intégralement paritaires, c'est-à-dire homme-femme, homme-femme. Sinon, la liste n'est pas valable à la préfecture, vous ne pouvez pas vous présenter. Résultat des courses, succès total. Il n'y a plus un conseil municipal qui ne soit paritaire, puisqu'on est obligé. Entre parenthèses, pour avoir connu moi avant et après, je peux vous dire ça change l'ambiance. Hein. Beaucoup plus cool. Si vous imaginiez les bagarres entre adjoints ou maires, hommes, qui veulent absolument montrer que c'est eux qui ont raison, je ne dis pas qu'on n'a pas ce problème de temps en temps avec les femmes, mais c'est plus soft, on va dire. Pour l'Assemblée nationale, on n'a pas fait ça. On a dit si vous ne mettez pas assez de femmes, vous aurez des amendes. Que croyez-vous qu'il arriva? Les partis ont payé les amendes. Et nous avons 17% de femmes en tout et pour tout, et non pas 50. Voilà. Donc je suis partisan d'accroître tellement fortement les amendes que du coup ça oblige à être aussi à la parité à l'Assemblée nationale, ce qui conduira évidemment à des déchirements, mais je pense qu'il faut y arriver, sinon à 50%, au moins essayer de passer à 20, 30 ou 40. Merci. Merci. Vous parlez tout à l'heure du problème de la dette publique et du déficit. Pensez-vous que ça peut passer par un avancement de l'âge légal de départ à la retraite, notamment jusqu'à 62, 63, voire 65 ans, ou même 70 comme dans certains pays? Quelle est votre opinion là-dessus? Sur la réforme des retraites? Sur la réforme des retraites et l'âge légal de départ à la retraite. Sur la réforme des retraites, il va falloir qu'on soit courageux. Hein. Il y a un moment où il faut quand même atterrir. Nous sommes un pays dans lequel on a mis la retraite légale à 60 ans. Alors c'est un peu nuancé parce qu'il faut avoir fait 40 ans. Quand même, il y a peu de gens qui ont commencé à bosser à 20 ans, mais enfin, bon. Donc on part à la retraite normalement à 60 ans. On a une espérance de vie qui s'accroît considérablement grâce au progrès de la médecine, c'est une bonne nouvelle. Et on arrive très tard sur le marché du travail à cause de l'allongement des études. Et on est étonné qu'il y ait autant de mal à financer les retraites. Il n'y a pas besoin d'être super bon en maths pour savoir que ça ne peut pas tenir très longtemps. Donc l'objectif à partir de là, il est simple. Soit on réduit les cotisations des gens qui sont à la retraite, et là c'est juste la paupérisation du pays, c'est inacceptable. Soit on augmente les impôts ou les cotisations, mais à ce moment-là on casse la croissance. Soit on fait travailler les gens plus longtemps. Inutile de vous dire que je préconise la troisième solution, et qu'il faudra y aller franchement. L'idéal, c'est de pouvoir le faire avec un consensus entre la droite et la gauche. Alors, il y a eu un petit moment d'espoir, parce qu'Aubry, à un moment, dans un moment de relâchement, a dit tiens, ce serait peut-être on peut aller jusqu'à 62, 63 ans. Donc nous on a eu 15 jours d'euphorie, on s'est dit formidable. La gauche est en train de se moderniser à l'image des autres partis sociaux-démocrates d'Europe, on va enfin pouvoir parler boulot. Et ça a duré 15 jours. À l'aube du 16e jour, il y a une réunion du Politburo, elle a été convoquée, elle a dit non, pas question, nous on est à 60 ans, les luttes sociales, Jean Jaurès, Léon Blum, voilà, d'accord, ok. Les Allemands sont à 67 ans, les Espagnols y vont aussi, et nous on est partis pour des tensions, etc. Mais on n'a pas le choix, hein, il faut y aller, donc voilà, hein, on sait ce qu'on a à faire, c'est la feuille de route. Rendez-vous le lendemain des élections régionales. Au rythme où ça va, de toute façon, on pourra se parler franchement, on sera libérés.